Tous donc, mesdames et messieurs, chers amis, et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 220e de l'Institut Thomas More. Je vous souhaite à tous la bienvenue et selon notre usage, je remercie ceux d'entre vous qui nous font l'amitié de suivre régulièrement nos visioconférences géopolitiques et je vois quelques visages connus que je salue amicalement et j'espère que ceux qui y participent pour la première fois deviendront à leur tour des habitués. Je remercie également Emmanuel Véron et Jean-Sylvestre Mongrenier d'avoir accepté de nous consacrer un peu de leur temps ce soir. Je vous les présenterai dans un instant. Alors de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, alors que Donald Trump annonçait pas plus tard qu'hier que la Russie de Vladimir Poutine n'était pas prête, de Vladimir Poutine, pardon, n'était pas prête, je cite, à une paix immédiate, ce qui n'a rien de très surprenant, nous nous proposons ce soir de réfléchir ensemble à la situation internationale actuelle au prisme de l'alliance de fait qui existe entre la Russie et la Chine et de l'immense défi que cela constitue pour nous autres Occidentaux. Je sais bien que l'idée d'alliance en tant que telle entre Moscou et Pékin est discutée par les spécialistes et je ne doute pas que Jean-Sylvestre Mongrenier y reviendra en détail, mais il paraît tout de même assez évident qu'une force ouvertement hostile à l'Occident est bien en train de se constituer, de s'organiser et de se déployer à l'échelle du monde sous nos yeux. Si l'expression de guerre des mondes que nous avons utilisée pour l'intitulé de cette rencontre est évidemment un raccourci, elle dit tout de même quelque chose de juste sur ce qui est en train d'advenir sous nos yeux. Car s'il est évident que la Russie de Vladimir Poutine n'a pas renoncé à ses objectifs en Ukraine, je viens de le dire, et pas plus d'ailleurs que plus largement en Europe, il est également clair que son grand allié chinois, son ami pour la vie, selon l'expression employée par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, si je ne le prononce pas mal, en avril dernier à Moscou, donc il a qualifié la Russie de d'ami pour la vie de la Chine, eh bien la Chine vise la constitution quant à elle d'une sphère de coprospérité pardon, en Asie de l'Est et dans le Pacifique. Ses premières cibles seraient sans doute la prise de Taïwan, bien sûr, mais peut-être aussi la subordination pardon, des Philippines, alliées des États-Unis, et la transformation de la Méditerranée asiatique, c'est-à-dire de la mer de Chine méridionale à la mer du Japon, en un lac chinois. Face à cet axe Moscou-Pékin, étayé par Téhéran au Moyen-Orient et Pyongyang en Asie du Nord-Est, les puissances occidentales sauront-elles rehausser leur effort collectif et renforcer leur unité stratégique et géopolitique? Cette question paraîtra peut-être un peu naïve, tant on voit la force des vents mauvais qui soufflent actuellement sur l'Occident, qui se présente au monde affaibli et divisé. C'est pourtant la seule qui vaille, cette question-là, puisqu'on voit bien que les solidarités occidentales, que les Européens ont peut-être trop cru assurer pour l'éternité pendant des décennies, et bien que ces solidarités occidentales sont désormais en péril. Alors voilà de lourds sujets voilà les lourds sujets dont nous allons parler ce soir en inscrivant notre discussion dans le prolongement de nos deux dernières conférences géopolitiques, pardon, celle d'avril dernier consacrée à la question spécifique de Taïwan avec Laurent Malvezin qui est parmi nous ce soir que je salue qui est un chercheur qui vient de rejoindre notre équipe, et la seconde il y a 3 semaines au mois de mai consacrée à la géopolitique compliquée de la péninsule coréenne avec Hugues Edlin qui est également avec nous ce soir et que je salue. Laurent et Hugues, je le rappelle, avaient chacun publié une note à l'occasion de ces visios et les vidéos de ces deux visioconférences, donc d'avril et de mai, sont accessibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Alors ce soir, nous aurons le plaisir d'écouter deux orateurs que je vous présente maintenant. Alors tout d'abord Emmanuel Véron, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes, cher monsieur, docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine et de l'Asie, enseignant-chercheur associé à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, l'IFRAE, et par ailleurs au Centre de géopolitique d'HEC, l'école de commerce bien connue. Vous avez enseigné par le passé à l'INALCO à Paris et à l'école navale. Nous analyserons avec vous tout à l'heure la question taïwanaise sous l'angle politico-militaire en analysant la situation géopolitique, l'actualité de la menace chinoise et les différents scénarios possibles. Notre second intervenant, mais premier par ordre de passage, sera donc Jean-Sylvestre Mongrenier. Vous êtes, cher Jean-Sylvestre, docteur en géopolitique, professeur agrégé d'histoire-géographie en classe préparatoire. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut Thomas More et je puis ajouter un pilier de l'équipe depuis 18 ans et un ami cher et précieux de l'Institut Thomas More. Vous travaillez de longue date sur la géopolitique de l'Europe, la défense européenne et l'OTAN et les relations entre l'Europe et la Russie.
Vous êtes l'auteur d'une petite dizaine de livres, de 9 si je ne me trompe pas, dont La géopolitique de la Russie dans la collection Que sais-je au PUF, dont la quatrième édition a été publiée en 2024, alors que je souhaitais vous montrer à l'écran, mais qu'évidemment je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. Mais vous êtes aussi l'auteur de ce livre plus massif et plus complet, si je puis dire, donc Le monde vu de Moscou, géopolitique de la Russie, et je le montre bien, et de l'Eurasie post-soviétique, donc qui lui date de 2020, livre également au PUF. Et vous venez, cher Jean Sylvestre, de publier la semaine dernière cette note que je vous mettrai dans le lien de notre, sur notre chat. Cette note intitulée De l'Ukraine au détroit de Taïwan, conflits hégémoniques et solidarité occidentale, vous l'avez publiée alors, en vue de notre soirée de ce soir, mais la semaine dernière, à l'occasion de la participation du président de la République, Emmanuel Macron, au dialogue de Shangri-La à Singapour. Cette note va vous servir, je crois, de socle à votre intervention. Je vous cède donc la parole, cher Jean Sylvestre, pour une vingtaine de minutes environ, puis nous aurons le plaisir d'écouter Emmanuel Véron. Bien, ben, merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui sont présents là, devant leur ordinateur. C'est un peu moins bien que la présence physique, c'est toujours un petit peu plus difficile pour tout le monde, je pense, hein, mais enfin peu à peu, ben, ça rentre dans les mœurs et c'est vrai que ça rend beaucoup de services. Alors le fait est qu'il s'agit de balayer ben, les questions ben, que j'ai abordées ben, dans cette note. Hein. Alors j'ai intitulé ça ben, sur l'axe Moscou et sur les interconnexions entre les théâtres considérés. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, l'Atlantique, finalement, la sphère euro-atlantique, et donc il y a la ligne de front qui passe aujourd'hui par l'Ukraine, hein, et puis de l'autre côté, nous avons le détroit de Taïwan, plus largement la Méditerranée asiatique hein, et l'Indo-Pacifique, hein, si on veut élargir encore le regard. Hein. Alors, le fait est pas que la situation stratégique appréhendée. Je voudrais couper le son, s'il vous plaît. C'est bon? Je peux- Vas-y. Donc le fait est que la situation géostratégique hein, dans l'ancien monde est périlleuse, hein, d'une extrémité à l'autre hein, de la masse euro-asiatique. Hein. C'est certainement un concept hein, qu'on doit se réapproprier, que celui d'Eurasie. Hein, c'est un concept hein, qui a été travaillé par la géopolitique classique hein, et puis qui semble à certains égards tomber en désuétude. Hein, mais il nous faut considérer ce qui se passe, donc ce qui se déroule, là, encore une fois, pas de part et d'autre hein, de cette masse eurasiatique. Hein. Alors d'un côté, nous avons la guerre en Ukraine. Alors cette guerre, elle a commencé en 2014, hein, mais c'est devenu une guerre de haute intensité, c'est-à-dire en fait une grande guerre classique, hein, comme autrefois, depuis le 24 février 2022. Et puis l'autre extrémité de cette masse euro-asiatique ou eurasiatique, comme on voudra, hein, nous avons donc hein, les menaces de guerre hein, dans le détroit de Taïwan, en Méditerranée asiatique, hein, qui sont à considérer de façon extrêmement grave. Hein. Donc d'un côté, la Russie, hein, de l'autre côté, la Chine populaire. Alors deux pays qui, à mon sens, sont alliés. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, il fallait batailler pour pouvoir parler d'alliance sino-russe ou russo-chinoise, comme on voudra. Hein. Je constate quand même que depuis quelques semaines, un peu à peu, ça rentre dans le langage hein, quand on lit les différents articles de la presse nationale ou internationale, ou quand on écoute différents experts, hein, c'est quand même une idée qui semble s'installer dans les esprits. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'à ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a eu quand même une volonté hein, dans les capitales occidentales de dissocier les fléaux, hein, en quelque sorte, hein, de considérer de manière séparée la Russie et la Chine et donc de déconnecter ces deux théâtres, hein, Ukraine-Europe d'un côté, de l'autre côté Taïwan hein, et la Méditerranée asiatique. Hein. Alors il y a même la tentation qui est toujours là, malheureusement, d'opposer la Chine à la Russie ou inversement. Hein. Alors du côté européen, il y a quand même toujours l'idée que peut-être qu'on pourrait s'appuyer sur la Chine pour faire pression sur la Russie. On l'a encore vu il y a peu avec le président français, Emmanuel Macron. Y croit-il vraiment? Ben, je n'en suis pas sûr, hein, mais il s'agit de pratiquer les ambiguïtés constructives. Sauf que je trouve qu'elles sont de moins en moins constructives, ces ambiguïtés. Il y a un moment où il faut quand même dire à ce que l'on voit. Et puis, du côté américain, du côté de l'administration Trump, en tout cas une partie de l'administration Trump, là, c'est plutôt l'opération inverse, l'idée qu'il serait possible de faire un Nixon in reverse, de retourner la Russie contre la Chine, au minimum d'introduire un coin entre la Russie et la Chine.
Alors, la thèse que je défends, elle est radicalement inverse. Il y a une très forte interconnexion entre ces deux théâtres, de part en part de cette masse euro-asiatique, et il y a une collusion, voire une alliance entre la Chine et la Russie. Et cette alliance, eh bien, elle nécessite, elle requiert une réponse coordonnée de la part de ce que l'on appelle l'Occident, des puissances occidentales, là, même si il y a un certain nombre de vents mauvais, ça a été rappelé, qui soufflent là, sur cet Occident et qui mettent en péril là, son unité stratégique et géopolitique. Alors, je verrai ça en trois temps. Un premier point donc, sur l'alliance Russie-Chine et ses prolongements. Il s'agit surtout de mettre en perspective le phénomène, à bien montrer que ce n'est pas quelque chose qui surgit comme ça de nulle part depuis 2 ou 3 ans, loin s'en faut. On est arrivé à un certain point de maturité qui fait qu'on peut parler d'alliance. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur cette difficulté à nommer le réel qui m'a quand même beaucoup marqué. Pourquoi tant de pudeur quant à la dénomination de cette alliance. Et là, ça ouvre sur une réflexion métapolitique à laquelle je ne vais pas me livrer, mais l'Institut Thomas More est pleinement engagé dans cette réflexion qui dépasse par le haut le stratégique, le politique, les questions géopolitiques. Et puis, troisième temps, c'est la nécessité de transcender cette conjoncture géopolitique mauvaise entre les deux rives de l'océan Atlantique, de l'Atlantique Nord en tout cas, et nécessité de refonder les alliances occidentales, de les restructurer. Alors, le premier point, sur l'alliance entre la Russie et la Chine, l'alliance sino-russe, il faut avoir à l'esprit que c'est un phénomène qui a été amorcé dès les années 1990. En fait, assez rapidement après la fin du bloc soviétique, la dislocation de l'URSS et ce qu'il faut appeler la victoire froide de l'Occident ou de l'Ouest, comme on disait à l'époque de la guerre froide. Alors, la Russie post-soviétique est engagée dans ce qu'on appellera un nouveau temps des troubles. Mais pour autant, il y a ce souci d'ouvrir de nouvelles perspectives sur lesquelles on va revenir immédiatement. Et puis de l'autre côté, la Chine populaire, elle, est très inquiète de vivre un hypothétique moment Gorbatchev. Là, il faut conserver à l'esprit les manifestations sur la place Tiananmen d'avril à juin 1989, qui se sont soldées par un massacre. Et puis, pendant un certain temps, il y a eu quand même un certain nombre de réactions, de réticences de la part des Occidentaux à l'égard de cette Chine populaire. Demeure d'ailleurs depuis cette époque un embargo sur l'armement, qui heureusement a été maintenu. On se souvient que dans les années 1990, un temps, Jacques Chirac a voulu lever cet embargo. Finalement, ça n'a pas été le cas. Enfin voilà, quel était à peu près l'état des deux pays au début des années 1990, des inquiétudes de part et d'autre. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu un rapprochement entre la Chine populaire d'une part, la Russie post-soviétique de l'autre, dans le cadre de ce qu'il faut appeler la diplomatie Primakov. Alors Primakov a joué un rôle important, il est peut-être un peu oublié aujourd'hui, et c'est un vieux routier du KGB qui ensuite s'est retrouvé à la tête des services secrets post-soviétiques, a été ministre des Affaires étrangères, a été chef du gouvernement un certain temps. C'est les années Yeltsin, et c'est quelque chose qui se prépare déjà à l'époque d'Yeltsin. Il suffit de penser notamment à la doctrine de l'étranger proche, qui date de 1992-1993. Alors, la diplomatie Primakov a voyé beaucoup plus large. Il s'agissait de bâtir des coalitions anti-hégémoniques. Je reprends le vocabulaire employé par Primakov contre les États-Unis, contre l'Occident, contre ce que les soviétiques appelaient le monde unipolaire. Alors, il y a de réels efforts qui ont été déployés à ce moment-là. Il y a une connexion plus forte qui s'est mise en place entre cette Russie post-soviétique et cette Chine populaire. Elle a été sous-estimée par l'Occident dans les années 1990-2000, mais ce sont ces efforts continus inscrits dans la durée qui ont préparé le terrain, qui ont permis la conclusion d'une alliance. Alors, ce n'est pas une alliance de type westphalien ou clausewitzien, mais de toute façon, tout ça, ce sont des concepts qui sont récusés aussi bien à Pékin qu'à Moscou, parce qu'ils considèrent que ce sont des concepts occidentaux qui sont en quelque sorte en train de réinventer le monde, mais objectivement, c'est bien une alliance entre ces deux puissances. Alors, deux puissances révisionnistes ou encore deux puissances perturbatrices, pour reprendre le vocabulaire de l'amiral Castex,
qui sont réunis entre autres par une profonde vindicte, un profond ressentiment à l'encontre de l'Occident. Alors, aussi bien à Pékin qu'à Moscou, ça a été un temps dissimulé. Et puis, à partir de 2007-2008, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus clair. Du côté russe, on se souvient du discours de Munich qui avait été prononcé par Vladimir Poutine en février 2007, qui était un discours de guerre froide. Donc, c'était un peu bas les masques, si vous voulez, bas les masques tombés. Et puis, du côté chinois, on était sorti de la période de Deng Xiaoping, caché une épée derrière un sourire. Et après donc c'était avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, 2007-2008, ce qui a joué le rôle de catalyseur, ou en tout cas d'accélérateur de ce phénomène hostile à l'encontre de l'Occident, désormais ouvert, avoué. C'est la crise financière aux États-Unis et dans l'ensemble du monde à partir de 2007-2008, la fameuse crise des subprimes, qui a été vue à Pékin comme le signe d'un déclin de l'Occident et qu'il était temps d'accélérer le calendrier pour que la Chine prenne le relais. Alors à Pékin, comme à Moscou, on est convaincu que le glas a sonné pour l'Occident, que l'avenir leur appartient. Alors après, c'est décliné de façon un petit peu différente. Du côté russe, on insiste sur l'Eurasie. C'est pour ça que souvent j'utilise l'expression de Russie-Eurasie. L'eurasisme est au cœur des représentations géopolitiques russes. Du côté chinois, c'est le rêve chinois, c'est la Grande Asie qui est destinée à pivoter, à s'organiser autour de Pékin. Mais en tout cas, dans les deux cas de figure, il y a cette conviction selon laquelle les équilibres de puissance, de richesse sont en train de se déplacer, non plus de glisser, mais de se déplacer de façon très rapide vers l'Orient, vers l'Asie, et que l'Occident est terminé. En quelque sorte, il ne resterait plus qu'à faire tomber, enfin que bousculer ce qui était déjà en train de tomber. Alors le phénomène s'accélère depuis les années 2010 et puis plus encore depuis le début d'une guerre de haute intensité en Ukraine. Alors le soutien de la Chine populaire à la Russie est multiforme dans cette guerre, il est essentiel. On peut penser que la Russie ne pourrait pas maintenir à ce niveau dans son effort de guerre sans ce soutien multiforme que je ne vais pas détailler ici, mais pour des raisons peut-être diplomatiques, certainement diplomatiques, pour essayer de se ménager une marge de manœuvre. Les capitales des pays occidentaux n'ont pas révélé immédiatement tout ce qu'elles pouvaient savoir sur le contenu de ce soutien multiforme. Les deux pays, en fait, s'appuient réciproquement. Cette alliance, ça ressemble à une sorte de dos à dos, s'appuie réciproquement pour imposer aux États-Unis ce qu'on appelle en anglais un strategic overstretching. On a un peu de mal à le traduire en français, un hyper-étirement géostratégique, et essayer un écartèlement, écarteler l'engagement américain de part et d'autre de la masse eurasiatique. Et puis au-delà, eh bien, il y a la perspective d'une possible double guerre. Alors il y a déjà une guerre qui est partie en Ukraine, donc il faut redouter le possible élargissement. Et puis, eh bien, après, il y a la possibilité, le risque, voire la probabilité d'une guerre dans le détroit de Taïwan. Et donc, voilà finalement ce qui soude cette alliance entre la Russie et la Chine, l'hostilité à l'Occident, le besoin réciproque que les deux pays ressentent. Alors, du point de vue chinois, la Russie, elle est vue comme un hinterland énergétique, mais pas uniquement. Ça serait un peu réducteur, à mon sens. C'est ce qu'on a pu vouloir dire en Occident. Finalement, pour la Chine, la Russie ne serait pas qu'une pompe à essence. L'idée, c'était un peu de piquer au vif les Russes en espérant qu'ils allaient se ressaisir. Ça me semble quand même passablement naïf pour dire le moins. Mais au-delà donc de cette fonction importante sur le plan énergétique, minéral pour la Chine, il y a l'idée à Pékin que la Russie finalement constitue un grand arrière stratégique qui serait particulièrement précieux si la guerre a éclaté dans le détroit de Taïwan, c'est-à-dire en fait si la Chine populaire prenait l'initiative de cette guerre. Alors, ce front de puissance révisionniste, il est plus large encore. Je termine cette première partie, je dois être à peu près dans les temps. Ce front de puissance révisionniste est plus large encore, puisqu'il faut prendre en compte l'Iran islamique, il faut prendre en compte la Corée du Nord, comme ça a été rappelé dans l'introduction, ce qu'on appelle parfois aux États-Unis les crowns,
Bon, bah, ça n'a pas véritablement pris en Europe parce qu'on a du mal à donner un contenu à ce concept, si vous voulez. Bah, c'est RANKS. Hein. Et puis, bah, ce quatuor a de puissance révisionniste, de puissance perturbatrice, ça manœuvre dans un espace encore plus large. Hein, c'est ce qu'on appelle les BRICS+, le Sud global. Alors, il est entendu que le Sud global n'est pas un acteur géostratégique global qui agirait comme un seul homme sur la scène internationale. Un certain nombre d'experts mettent ça en avant pour expliquer que le Sud global, finalement, ça serait un concept vide de sens, mais il y a bien un vaste ensemble de pays qui sont unis par un certain ressentiment à l'égard de l'Occident et puis qui penchent, sans pour autant être purement et simplement satellisés, qui penchent du côté chinois, pas du côté russe. Hein. Et alors pour Pékin et puis pour Moscou, les BRICS, le Sud global, en fait, c'est l'ébauche d'un géosystème, enfin c'est plus qu'une ébauche aujourd'hui, mais on va dire c'est l'esquisse d'un géosystème concurrent de l'ordre international existant tel qu'il a été refondé au lendemain des deux guerres mondiales. Alors, on a quand même en Occident une certaine préscience de ces choses depuis assez longtemps. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelait le syndicat des mécontents. Hein. Le problème, c'est que ça allait de pair avec un certain mépris, une certaine sous-évaluation des risques, des menaces, des périls. Alors, le problème, c'est que du mépris à la méprise, il n'y a qu'un pas. Hein. Donc, hein, ce rassemblement de forces hostiles à l'Occident a été pas trop longtemps négligé. Alors, j'en arrive au second point. Hein, pourquoi cette pudeur? Hein, pourquoi cette difficulté à reconnaître la réalité de cet axe sino-russe, hein, de cette alliance sino-russe? Alors là, je vais simplement me contenter de faire la liste d'un certain nombre d'arguments que j'ai dû développer dans la note. Hein. D'abord, on part trop souvent d'une définition excessivement restrictive de ce qu'est une alliance. Hein. On a une vision presque fusionnelle de l'alliance, de ce qu'est une alliance à la surface de la Terre. Il y a l'OTAN qui est devenu l'archétype de l'alliance, hein, et en gros, tout ce qui ne cadre pas avec l'OTAN, eh bien, on considère que ce n'est pas véritablement une alliance. Hein. Donc, on est sur une sorte de paralogisme. Hein. L'alliance sino-russe n'est pas l'OTAN, donc l'alliance sino-russe n'existe pas, hein, pour simplifier un petit peu le propos. Hein. Alors ça, c'est une vision fusionnelle de ce que sont les alliances, hein, un peu Rox et Rookie. Hein. Bon, il est évident que dans toute alliance, hein, il y a un certain nombre de divergences. Hein. Alors souvent, on pointe ces choses-là. On dit, regardez, il y a quand même un certain nombre de points de désaccord entre la Russie et la Chine, mais il en a toujours été de toutes les alliances de par l'histoire. Hein. C'est toujours un ensemble de convergences qui l'emporte sur les divergences, hein, mais ces divergences, hein, eh bien, elles ne cessent pas d'exister. Hein. Donc, pour moi, c'est un argument qui ne suffit pas. Et puis, en fait, il faudrait même s'interroger sur ce qu'est l'OTAN. Alors, c'est vrai qu'elle est à certains égards mise en péril aujourd'hui. Peut-être on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que ça déplacerait pas l'objet pas de ce débat, pas de cette question. Mais quand on regarde l'alliance atlantique, hein, telle qu'elle s'est édifiée, en fait, c'est beaucoup plus qu'une alliance classique. Hein. Et donc, ça va très au-delà de ce qu'était une alliance dans l'ère westphalienne. Hein. Donc, ce n'est pas le bon critère, à mon sens. Hein. Si on prend l'OTAN, si vous voulez, comme paradigme, hein, pour juger de ce qu'est ou de ce qu'est n'est pas une alliance, hein, il y a plus de la moitié des alliances dans l'histoire hein, qui ne devraient plus être considérées comme telles. Donc une définition trop stricte, trop restrictive de ce qu'est une alliance hein, qui nous voile en quelque sorte hein, la réalité de cet axe sino-russe. Hein. Le deuxième argument qui est mis en avant, c'est celui de la dissymétrie entre la Chine et la Russie. Hein, d'un côté, une superpuissance ascendante, hein, peut-être en passe d'être la première, hein, dit-on, et puis de l'autre côté, une puissance crépusculaire. Hein, donc à une dissymétrie très forte hein, qui déboucherait sur une sorte de désynchronisation, c'est-à-dire qu'on aurait la puissance russe extrêmement pressée qui cherche à hâter le calendrier, on le voit en Ukraine pour éviter le crépuscule, hein, et puis de l'autre côté, la Chine qui aurait tout le temps devant elle et qui de ce fait ne voudrait pas se lier de façon trop étroite à la Russie. Alors, il y a une métaphore qui est utilisée souvent, c'est d'un côté l'accident météorologique, hein, ça serait la Russie, et puis de l'autre côté le changement climatique inscrit dans la durée, ça serait la Chine. Alors cet argument, je le reprends dans la note. Hein. D'une part, hein, il y a quand même une sous-évaluation du poids de la Russie, de ce que représente la Russie hein, et de ses marges de manœuvre. Hein. On raisonne uniquement sur
ça a son poids dans le PIB global. Hein. Donc on fait remarquer que ce n'est pas plus que l'Italie, que ce n'est pas plus que l'Espagne, hein, mais il faut regarder les choses de plus près. Il y a un certain nombre de secteurs clés où la Russie est de fait un acteur de tout premier plan. Il suffit de penser bien sûr à tout ce qui est pétrolier, gazier, minéral. Il faut rajouter le nucléaire, aussi bien civil que militaire. On peut encore rajouter un certain nombre de choses, l'agriculture, les exportations agricoles. Donc, quand on regarde à tout ça de plus près, et qu'on y rajoute la puissance militaire, même si cette puissance militaire patine en Ukraine, il n'en reste pas moins que la Russie est une puissance militaire qui, quelque part, fascine les Chinois, me semble-t-il. Il me semble que cette alliance n'est pas aussi dissymétrique. Elle l'est, mais elle ne l'est pas tant que ça. Et puis alors, si on prenait ça d'ailleurs comme critère, il faudrait dire que l'OTAN n'est pas une alliance, parce qu'à l'évidence, il y a une dissymétrie très forte entre les États-Unis, d'une part, et puis d'autre part, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les principaux alliés européens des États-Unis. Donc l'argument est réversible. Dans ce cas-là, l'OTAN ne serait pas non plus une alliance. Alors sur la désynchronisation, je ne veux pas trop développer ce point-là. Il me semble qu'à Pékin comme à Moscou, il y a une même perception du moment présent. L'idée que finalement, ce que l'on vivrait, c'est une sorte de kairos, parce que les Grecs appelaient le kairos, c'est le signe que les dieux envoient à la cité, c'est l'instant propice, c'est à cet instant-là qu'il faut agir, c'est la fin de l'Occident, il faut pousser ce qui tombe, pour reprendre la citation de Nietzsche, je ne la retrouvais pas tout à l'heure, elle me revient à l'esprit, et ce moment, il ouvrirait un nouveau cycle de puissance, un néon, un ion, comme on dit dans la philosophie platonicienne, néo-platonicienne. Et donc, à ce qui est en jeu, et ça, on en est persuadé aussi bien dans les élites chinoises, les élites dirigeantes chinoises que russes, c'est que ce qui est en jeu ici et maintenant, c'est la lutte pour l'hégémonie mondiale. Et qu'il s'agit de mettre fin à la longue hégémonie de l'Occident sur 4 ou 5 siècles, depuis les grandes découvertes. Nous, on a un petit peu oublié ça, on ne veut pas raisonner de cette manière, on y reviendra après sur les raisons de refus de raisonner de cette manière, mais en Russie comme en Chine, c'est ainsi qu'on voit l'Occident. Au-delà des différences de trajectoire et des diversités qui existent entre les nations occidentales, il y a bien la perception d'un tout, d'un ensemble civilisationnel qui correspond à l'Occident, qui est dominant depuis 4 ou 5 siècles, les États-Unis étant les héritiers des pouvoirs historiques de cet Occident, et le temps est venu de pousser ce qui tombe. Donc ça, c'est le deuxième argument contre une alliance, l'existence d'une alliance sino-russe. Alors le troisième argument qui explique comment dire, cette erreur de perception d'un certain nombre d'experts, à mon sens, ça reflète l'impasse intellectuelle peut-être de la science politique occidentale, des théories politiques occidentales. Le fait est que la science politique occidentale est très marquée par l'utilitarisme, par le rationalisme, par l'axiomatique de l'intérêt, un petit peu comme si le monde, finalement, la scène internationale était réductible à une sorte de marché électoral. Là, c'est ça qui sert de grille de lecture du monde et on éprouve une certaine incapacité à penser le politique dans son essence, pour citer le fameux philosophe Julien Freud. Donc la part sombre de l'humanité, la part sombre des nations, des civilisations, les passions, les ressentiments, etc., qui, à mon sens, joue un rôle très important sous les représentations géopolitiques telles qu'elles sont formulées. C'est quelque chose qui est en quelque sorte écarté ou négligé parce que l'idée est que c'est la loi des intérêts bien compris qui guiderait les nations, et aussi bien la Russie que la Chine auraient leurs propres intérêts. Alors enfin, quatrième critère dans ma grille de lecture quant à ce refus de voir dans toute sa rigueur cette alliance sino-russe, c'est ce que j'appellerais le syndrome postmoderne. Alors là, c'est beaucoup plus global. C'est une sorte de paradigme qui peu à peu s'est imposé. C'est l'idée selon laquelle finalement il n'y a plus de forme, il n'y a plus de contour, tout ne serait que processus, fluidité, à une sorte d'incapacité à nommer les choses qu'on retrouve dans beaucoup de sciences humaines, qu'on retrouve dans les sciences politiques, qu'on retrouve parfois aussi dans certaines analyses des relations internationales et qui confine à ce que j'appellerais une sorte de nihilisme ontologique. Donc là, le mal est beaucoup plus profond. C'est pour ça
Je disais tout à l'heure que le combat, il était aussi métapolitique, et l'Institut Thomas More est engagé également sur ce terrain métapolitique. Au-dessus de la stratégie, de la géopolitique, il y a toutes ces questions philosophiques, métaphysiques, métapolitiques, qui sont beaucoup plus surdéterminantes que certains ne veulent le croire. Alors j'en arrive à mon troisième point, que faire, quid facere, ou facere, pour donner un tour moins léniniste à ma question, je le dirais en latin, quid facere, normalement c'est plutôt un C dur. Il faut, à mon sens, maintenir, il faut préserver les solidarités géopolitiques occidentales. Alors bien sûr, il y a l'OTAN, mais au-delà de l'OTAN, il y a tout un ensemble de relations bilatérales, il y a le système des alliances des États-Unis et de quelques autres en Asie-Pacifique. Et donc, il faut s'efforcer de maintenir cela en dépit des temps mauvais, en dépit des vents mauvais. Alors, depuis l'Ukraine, l'Europe, jusque dans le détroit de Taïwan, jusque dans la Méditerranée asiatique, dont on a parlé à plusieurs reprises. Alors, si on regarde la situation, finalement, les deux termes, la situation actuelle, on est d'ailleurs à quelques jours, ou plutôt quelques semaines, du prochain sommet atlantique qui se tiendra à La Haye, du 24 au 26 juin prochain. Si on regarde les deux termes de l'alternative, évidemment, premier terme, premier cas de figure, c'est en fait ce qui se jouerait entre les États-Unis et leurs alliés européens. C'est un nouvel agencement des relations stratégiques, des alliances, un partage du fardeau, ce qu'on appelle en anglais le burden sharing. Et donc, ce qui serait en jeu, c'est une redistribution du pouvoir et des responsabilités dans la zone euro-atlantique et au-delà. Et le deuxième terme de l'alternative, qui est plus inquiétant, d'un point de vue européen, mais même aussi d'un point de vue américain, à mon sens, ça pourrait mener à une autodestruction géopolitique des États-Unis et de l'Occident, c'est celui du burden shifting. Là, c'est le transfert pur et simple du fardeau. Et au lieu d'une restructuration, d'un redéploiement des alliances, ça serait le grand retranchement, l'illusion d'un grand retranchement, les États-Unis qui cherchera à restaurer leur insularité géostratégique du 19e siècle. Alors, premier cas de figure, l'hypothèse la plus favorable, à mon sens, c'est le redéploiement, la restructuration. Ça impliquerait une OTAN plus européenne, plus européanisée. Les États-Unis resteraient partie prenante, mais il y aurait une redistribution donc du fardeau, un partage du fardeau, comme je le disais précédemment. Et puis, ça devrait aller de pair avec un plus grand soutien allié européen aux États-Unis en Asie-Pacifique, dans l'Indo-Pacifique. Alors, pas forcément l'OTAN en tant que telle, même si elle peut être impliquée, mais on a un certain nombre d'alliés européens des États-Unis qui ont des traditions navales, maritimes, qui ont des intérêts dans la région. Je pense notamment à la France, mais également au Royaume-Uni et quelques autres. Et donc, il faudrait il ne s'agirait pas simplement de redistribuer, de partager le fardeau en Europe, c'est là-dessus que je veux insister, ça irait de pair avec un plus grand engagement, en tout cas, de certains alliés européens en Asie-Pacifique, dans l'Indo-Pacifique. Alors, le second cas de figure qui serait beaucoup plus défavorable, beaucoup plus dangereux, périlleux, d'abord pour l'Europe, c'est vrai, mais également à terme pour les États-Unis, ça serait celui du grand retranchement et puis d'une rupture des solidarités géostratégiques, géopolitiques occidentales. Alors l'Europe se retrouverait seule face à la Russie en Ukraine, et il faudrait faire beaucoup plus, combler le retrait, compenser le retrait américain, parce qu'il serait une tâche extrêmement lourde, mais il faudrait bien pas s'y mettre. Mais alors ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ça ne signifierait pas que nous devrions nous désintéresser de Taïwan, de la Méditerranée asiatique, de l'Indo-Pacifique. On a de multiples enjeux dans la région, des enjeux logistiques, des enjeux commerciaux, géoéconomiques, la liberté de navigation. Et donc tout cela implique une présence au moins minimale d'un certain nombre de puissances européennes dans la région, ne serait-ce que pour maintenir ou chercher à maintenir ouvert les détroits. Alors il y a le détroit de Taïwan, mais il y a également les détroits indonésiens. Et donc, il faudrait une Europe du grand large, à base certainement franco-britannique. Il ne s'agirait pas pour l'Europe d'agir comme un seul homme dans la région, mais même dans ce cas de figure qui nous serait extrêmement défavorable, ça ne signifierait pas que les Européens pourraient prétendre à se désintéresser de ce qui se passe
en Asie-Pacifique, hein, sous prétexte que c'est à l'autre bout du monde. Hein. Ça, c'est une vision complètement fausse des choses. Hein. Pour avoir une meilleure vision des choses, d'ailleurs, le meilleur moyen, bah, c'est de prendre une carte à partir du pôle Nord, hein, et puis bon, bah, vous regardez la route maritime du Nord, le long de la Russie, ce qu'on appelle autrefois le passage du Nord-Est, hein, et on voit toutes les interconnexions bah, entre bah, d'un côté bah, la sphère européenne, euro-atlantique, hein, et puis de l'autre côté bah, la sphère asiatique. Hein. Alors, je termine avec quelques considérations sur cette idée de fin de l'Occident. Hein. Bon, on a vu que c'était au cœur hein, des discours, des perceptions, des représentations géopolitiques sino-russes. Hein. Le problème, c'est qu'il y a également des relais en Europe. Hein. Alors, bien sûr, hein, les flottements américains, voire les errances hein, de l'administration Trump, elles favorisent la chose. Hein, mais on voit qu'il y a un certain nombre de relais, alors à partir de points de vue assez divers d'ailleurs, hein, ça peut être aussi bien nationaliste, souverainiste, qu'européiste hein, ou tout simplement postmoderne, hein, pour simplifier. Hein. Mais ben, c'est un discours hein, qui trouve un certain écho. Hein. Il y a cette idée selon laquelle l'Occident passerait une fiction. Hein. Alors là encore, à mon sens, hein, c'est une affirmation ben, qui est fondée sur un paralogisme. Hein. L'Occident ben, se divise, ben, ce qui est possible malheureusement, mais ça signifierait qu'il n'existe pas. Hein. Et puis même qu'il n'aurait pas jamais existé. Hein. Alors simplement, bah, pour aller à l'essentiel, on pourrait aussi bien dire que le monde grec antique n'a jamais existé, hein, sous prétexte hein, que Sparte et Athènes se sont combattus, que la guerre du Péloponnèse a épuisé ce monde grec. Hein, c'est un raisonnement pas du même sens, hein. Alors du même niveau. Alors l'Occident, bah, à mon sens, hein, comme forme de civilisation séculaire, est une réalité, hein, mais c'est vrai pas qu'il est au bord d'un schisme. Hein, qui requiert hein, de la part hein, des pays européens hein, ce que j'appellerais une forme de stoïcisme, hein, avec une certaine approximation, c'est vrai, ben, ça ne correspond pas tout à fait au stoïcisme dans son essence philosophique, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir à l'esprit ben, cette idée selon laquelle hein, il importe de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Hein. Donc, hein, les pays européens, les alliés européens, pas des États-Unis, aujourd'hui se doivent hein, faire face à cette situation, à cette dialectique des forces. Hein. Hein, ils se doivent hein, de se mettre à la hauteur hein, des défis, pas des menaces, hein, tout en étant conscient bah, du fait qu'on ne pourra pas non plus vouloir à la place des États-Unis. Hein. Si les États-Unis bah, s'inscrivent hein, dans une perspective bah, de grands retranchements, bon, à mon sens, ça serait bah, une erreur stratégique géopolitique extrêmement grave. Hein, mais enfin, on sait que dans l'histoire hein, des relations internationales, hein, il y a des très graves erreurs stratégiques hein, qui peuvent être commises. Et dans ce cas de figure, eh bien, il reviendrait à ce que j'appellerais la vieille Europe ou encore à les Occidentaux bah, l'ancien monde, hein, de prendre à toutes ses responsabilités bah, et de lutter bah, pour retrouver bah, la place hein, qui était la sienne hein, jusqu'aux deux guerres mondiales, hein, 1914-1945, hein, ce qu'on appelle parfois hein, une nouvelle guerre de 30 ans, hein, puisque c'est à l'issue bah, de cette nouvelle guerre de 30 ans bah, qu'il y a eu un passage hein, de relais bah, de l'Europe hein, aux États-Unis. Merci. Merci, pardon, merci Jean-Sylvestre pour cette intervention très substantielle et très roborative. Je ne doute pas qu'elle appellera des échanges et des questions. Tournons-nous maintenant vers vous, cher Emmanuel Véron. Et peut-être pour faire la transition, donc vous allez on va parler ensemble de la question taïwanaise, mais peut-être avant, pour commencer, enfin, quel est vous, votre regard sur cette idée d'alliance sino-russe? Est-ce que de votre point de vue d'expert, qui travaille sur la Chine et moins la Russie, pas la Russie, qui est l'objet d'études de Jean Sylvestre. Est-ce que vous voyez la même chose ou est-ce que vous évoqueriez des nuances? Et puis après, je vous laisserai évidemment évoquer le sujet Taïwan. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et je vous remercie une nouvelle fois, une fois que tout le monde est en visio, de m'avoir convié à notre petit webinaire là, de ce soir dans le cadre de l'Institut Thomas More. Alors, pour le sujet de la relation sino-russe et comment dirais-je, le terme adapté, ou en tout cas le terme d'alliance pour qualifier la relation entre la Chine et la Russie, je reste assez dubitatif sur l'usage du mot alliance. Non pas pour atténuer ou neutraliser le fait que la Chine et la Russie échangent. J'étais probablement, modestement, hein, je n'ai pas besoin de faire mon panégyrique, mais il y a des traces sur les plateaux télé, etc. L'un des premiers, Jean Sylvestre également, a utilisé le mot collusion, en fait. Collusion dans les régimes, collusion dans les personnes de pouvoir, dans les cercles de pouvoir, relations particulières. Enfin bref, effectivement,
la langue française est suffisamment riche pour essayer de cerner, si je puis dire, ou donner un périmètre assez structurant et structuré de la relation entre la Chine et la Russie. Alors pourquoi je me jette pas dans le sujet de l'alliance? Parce que en fait, comme Moscou, comme pour Pékin, le sujet alliance est très fortement connoté et engagerait quelque part, mais je soumets ça à la discussion entre nous, et notamment sous le regard de Jean Sylvestre, une assistance mutuelle de facto, immédiate, etc., spontanée, notamment dans le cadre d'usage de la force et d'engagement de troupes. Autrement dit, on aurait vu l'APL en treillis dans le Donbass en train de défourailler dans tous les sens, ce qui est a priori pas le cas. Et comme je suis enregistré et que ça sera sur les réseaux, ça fera du buzz. Donc pas alliance stricto sensu comme nous, en Occident, on a construit ce paradigme, ou en tout cas cette réflexion intellectuelle-là, ou ce cadre institutionnel. En revanche, une proximité extrêmement forte, une collusion, une connivence, c'était l'autre mot qu'on utilisait il y a quelques années, là, 2023, voire avant, 2022, pardon, voire avant, pour qualifier la relation Pékin-Moscou. Connivence, collusion, vous voyez, on pourrait en trouver d'autres. Voilà. Et on pourrait le justifier. Alors, on n'a pas le temps et c'est pas le sujet de ce soir, mais les avoirs d'oligarques russes dont le pognon est planqué en Chine populaire, à Hong Kong, je rentre pas dans les détails, mais au moins depuis 2012, et le retour au pouvoir officiel de Poutine en tant que président de la Fédération de Russie, et des réunions notamment à Hong Kong en 2012 pour parler de ces sujets-là. Alors, vous allez me dire quelles sont vos sources. Ben, il faudra demander à Monsieur Lee des arrangements spéciaux dans les programmes spatials, dans les programmes de renseignement, dans les programmes d'armement, dans la vision stratégique du monde, et ce que a parfaitement décrit Jean-Sylvestre Mongrenier sur le timing, sur le tempo, de se dire c'est maintenant qu'il faut attaquer, qu'il faut cogner, et dans cette connivence, dans cette collusion, une logique de quelque part se partager les fronts. Bon, en tout cas, et je vais revenir dans ma petite présentation sur Taïwan, d'avoir un écho entre un front en Asie, un front, peut-être plusieurs fronts d'ailleurs, en Asie, et un ou plusieurs fronts en Europe, précisément. Donc voilà ce que je pourrais dire très rapidement sur ça. Merci, merci. Bah, écoutez, vous avez le micro. Ouais, Conservez-le et effectivement, c'est gentil. Alors intéressons-nous à attendez. la question taïwanaise, s'il vous plaît. Ouais, donc j'ai fait un petit PowerPoint, je vous le passe. Ça permet de donner un peu de lustre à la conversation. Bien, donc une nouvelle fois, je vous remercie pour votre sollicitation. Donc en une vingtaine de minutes, hein, et vous m'arrêtez, je regarde ma montre, à peine qu'on ait le temps de discuter avec la salle et vos différents auditeurs. Donc Ukraine-Taïwan vers une guerre des mondes. Je crois que ce qui est intéressant de voir, je déroule rapidement, je commenterai en fait, concernant Taïwan est absolument en complémentarité, en écho et dans la continuité de ce que vient de préciser Jean Sylvestre. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est relier le sujet taïwanais, la sécurité de Taïwan, la sécurité dans le détroit, bref, la question de Taïwan dans son ensemble, comme étant, d'un point de vue de Pékin, une priorité stratégique, une priorité géopolitique, et qui va de concert avec aujourd'hui la politique étrangère, si on peut parler de politique étrangère, à Moscou. Donc, vous voyez, le sujet est posé. On a effectivement une forme de résonance. Euh, Évidemment, c'est un sujet d'Indo-Pacifique. Je reviendrai dessus à la fin de ma présentation. Je crois que ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est dans quelle mesure le régime à Pékin utilise le sujet de Taïwan pour, d'un côté, participer à la montée en gamme de ses forces armées. Premier sujet. Deuxième sujet, pour mettre en œuvre toute une logique d'hybridité, comme on aime à le rappeler aujourd'hui dans les milieux stratégiques, c'est-à-dire que le militaire n'est pas une fin en soi, mais c'est un élément dans une boîte à outils beaucoup plus large, et donc qui va être plus ou moins associé, selon les contextes, à des questions purement politiques, à des questions culturelles, informationnelles, financières, etc., etc., et bien évidemment internationales et diplomatiques. Donc Taïwan est un sujet pour l'APL, pour le militaire, pour Pékin, est un sujet de guerre hybride et un sujet de test
de friction, peut-être en Asie orientale, mais aussi et surtout avec la puissance américaine. Autrement dit, on ne parlait pas ou peu de Taïwan il y a encore 5 ans, 10 ans. Pour différentes raisons, Taïwan est un sujet maintenant mieux appréhendé dans les médias et c'est tant mieux. Mieux appréhendé, pas encore suffisamment dans l'opinion publique, en tout cas en Occident, en France. Mais si on peut y contribuer, on le fera bien volontiers. Taïwan est l'un des centres de gravité des grands sujets internationaux d'aujourd'hui. Clairement, clairement. Euh, et enfin, un dernier point pour ma rapide introduction ne jamais penser que le régime de Pékin fera machine arrière. Son objectif est peut-être qu'il est quelque part dos au mur et il ne fera que avancer, et donc dans une logique de prendre l'île, ou pour paraphraser le Parti communiste chinois, reprendre l'île. Rappelons qu'il n'y a jamais eu un seul drapeau de la RPC, de la République populaire de Chine, sur le territoire de Taïwan, en dehors d'espions, mais il n'y a pas eu de drapeau planté par la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois à Taïwan. Alors je vous propose très rapidement pour un peu éclairer mon propos en 10-15 minutes, trois parties. Donc rappeler rapidement les logiques et les forces en présence qui sont parfaitement asymétriques et qui jouent pleinement la stratégie plus ou moins longue durée de Pékin, la symétrie entre la Chine populaire et la République de Chine dans les moyens, les forces, les volumes, les masses critiques. Deuxième sujet, c'est la question du laboratoire. La décennie, c'est décennie 2030. Quand je mets décennie pour un laboratoire tactique et stratégique. Et enfin, question d'Indo-Pacifique, question de confrontation. Et nous, dans cette affaire, nous, c'est France, Union européenne, et nos liens, comme le rappelait Jean Sylvestre, transatlantiques, et nos liens en particulier privilégiés avec la puissance américaine, qui est de facto le principal acteur sécuritaire et militaire dans cette équation à Taïwan face à la Chine. Je crois que ce qui est important, et cette slide est peut-être l'essentiel, je reprends ici une carte qui est tout à fait intéressante. Je l'ai prise parce que c'est plus simple que moi je l'ai dessinée sur le PowerPoint de Nadège Roland, qui est chercheuse dans un think tank à DC, là, Washington. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ça, c'est que il faut bien voir que Taïwan constitue cette logique de verrou stratégique pour Pékin, pour la République populaire de Chine et donc le Parti communiste, avec quatre, me semble-t-il, priorités, j'aurais pu mettre un S, enfin quatre points prioritaires dans cette logique d'intérêt vital que constitue Pékin, que constitue Taïwan. Le premier sujet est une logique qui est assez politique et historique. Euh, Jamais le Parti communiste chinois, je disais, fera machine arrière. Il est impossible pour le Parti communiste chinois d'admettre deux Chines. Impossible. Autant, si on regarde la trajectoire, l'histoire contemporaine à Taïwan, depuis 1949 à maintenant 2025, il y a une maturation sur ce sujet-là. Il y a une singularité taïwanaise, il y a une singularité République de Chine, et qui est notamment incarnée par les processus de démocratisation depuis maintenant une trentaine d'années, milieu des années 90 jusqu'à maintenant, et avec une trajectoire là aussi tout à fait modernisée depuis 2016 et les trois mandats successifs du DDP parti encore au pouvoir. Autant cette logique de maturation a eu lieu, maturation politique, maturation sociétale, maturation même diplomatique, a eu lieu du côté du détroit Taïwan à Taipei, autant elle n'a pas eu lieu à Pékin, et Pékin est dans l'incapacité d'admettre la possibilité de deux Chines. De deux Chines. Et donc, pour elle, avoir en plus de cela une autre Chine quelque part qui s'est démocratisée, c'est plus qu'un irritant. C'est une forme, comme diraient les spécialistes des sujets, une insécurité politique. Donc, premier sujet politique et historique. Deuxième sujet qu'on évoquait peu, et je pense que c'est bien maintenant de le rappeler, parce que probablement qu'à une époque, c'était surtout une question de discrétion ou de secret, c'était la question de la sous-marinade et la question de la dimension sous-marine euh, que représente Taïwan et notamment l'ouverture sur le Pacifique. L'intérêt stratégique de Taïwan pour Pékin, c'est la crédibilité de la dissuasion nucléaire à la mer. Et j'en profite pour saluer bien cordialement et chaleureusement Monsieur Ödlin qui doit être en ligne, qui a parfaitement démontré cela à l'occasion de différentes activités de l'Institut Thomas More et dans son remarquable livre publié il y a quelques mois ou il y a un an. Donc la dimension stratégique.
Taïwan donne l'accès aux profondeurs du Pacifique pour pouvoir diluer des sous-marins nucléaires qui donc assureraient une dissuasion à la mer crédible. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas de la sous-marinade chinoise qui est quelque part coincée dans son approche maritime, coincée par la géographie elle-même, naturelle, mais coincée aussi par des réseaux de senseurs, de capteurs qui sont massivement américains et donc ne peut pas sortir ses sous-marins. La Chine est contrainte par cela. Et si Taïwan est entre guillemets prise par Pékin, elle pourrait tout à fait développer des bases de sous-marins côté Pacifique. Troisième sujet qui s'est ajouté sur les 10 dernières années, ou 15 dernières années, c'est évidemment le patrimoine industriel. Malgré les efforts de la Chine pour monter en gamme sur les industries de semi-conducteurs, euh, et qu'elle fait en inondant massivement de l'industrie des semi-conducteurs autour de 30 nanomètres jusqu'à 100 nanomètres. C'est massivement chinois, RPC, avec la société SMIC. Elle n'est toujours pas en mesure de produire ce que Taïwan sait produire et fondre, plus précisément, quelque part au sud de Taipei, vers Hsinchu et des nouveaux investissements encore plus au sud entre Taichung et Kaohsiung, à savoir les semi-conducteurs entre 1 et 3 ou 4 nanomètres. Et ça, le monde en dépend. Le monde en dépend. Et donc, l'objectif de la prise de contrôle totale de ce patrimoine industriel est un véritable sujet en soi, un sujet stratégique. Et enfin, quatrième et dernier point qu'on pourrait ajouter, c'est euh, plus généralement utiliser Taïwan comme étant un sujet régulateur, si je puis dire, baromètre dans sa rivalité avec les États-Unis et quelque part de domination globale. Autrement dit, euh, dès que Taïwan ne sera plus la République populaire de Chine, on aura de facto un gain stratégique très significatif pour Pékin, dont les conséquences seront extrêmement lourdes, extrêmement profondes pour l'Asie bien sûr, mais pour l'ensemble du monde, pas uniquement que pour des sujets commerciaux, technologiques, mais aussi pour des sujets diplomatiques, pour des sujets onusien, ou autrement dit de relations internationales, etc., etc. Donc ça, c'était un peu la suite de mon introduction. Si on revient rapidement sur le sujet de la symétrie des forces en présence, bien évidemment, les forces armées taïwanaises qui connaissent une montée en puissance, si on peut dire, ou en tout cas une modernisation ces dernières années avec un maintien dans le temps, malgré l'administration Trump depuis 4 5 mois, sur le Taiwan Relation Act, de livraison, de formation, avec une certaine forme de discrétion, mais ça participe de cette équation particulière, certains diraient de l'ambiguïté entre Taipei, Washington et Pékin. On a bien évidemment un déséquilibre tout à fait significatif et qui est à mettre en regard des efforts considérables de modernisation de l'armée populaire de libération depuis 25 à 30 ans, voire un peu plus, qui, notamment pour les questions marines, les questions navales, voyait Taïwan comme étant l'une des priorités pour la marine et donc du modèle d'armée, du modèle de marine. On est aujourd'hui au-delà. Taïwan reste un sujet prioritaire pour des questions de forces armées de l'APL et notamment de la marine, mais on va au-delà tout en gardant à l'esprit le sujet de Taïwan. Alors très concrètement, ça se traduit par quoi? Montée en puissance de tout ce qui est sujet de guerre électronique. Là où d'ailleurs l'armée populaire de libération si je puis dire, eu une tradition assez solide dans ce domaine-là, qui est essentiel, et on le voit dans la guerre en Ukraine, c'est un sujet fondamental pour les forces armées aujourd'hui, une guerre électronique. Montée en puissance très significative d'à peu près tous les gabarits ou tous les programmes, si je puis dire, du porte-avions, destroyers, différents types de frégates, etc., 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 et aussi de la sous-marinade, que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, même si il y a encore des sujets lacunaires sur notamment la discrétion des sous-marins, mais c'est peut-être pas la priorité, si je puis dire, au regard de ce que les Chinois sont capables d'aligner dans leur chantier, notamment pour environner Taïwan, et j'y reviendrai tout à l'heure, et pour avoir un avantage stratégique durable face aux forces américaines. Mais à côté de la dimension navale, il y a clairement des choses qui sont, à mon sens, relativement encore peu mises en avant, qui est la montée en capacité du sujet spatial.
de la montée en gamme de capacités chinoises de prendre pied un peu à la Musk dans les basses couches, si vous voulez, de la dimension spatiale. Et puis, dans les plus hautes altitudes, à 36 000 km, satellites géostationnaires et ces capacités chinoises d'avoir su et pu lancer ces dernières années du satellite géostationnaire précisément sur Singapour, la mer de Chine méridionale, mais aussi sur le sujet de l'environnement général, environnement géographique, hein, de Taïwan. Donc dimension spatiale, mais aussi dimension aéro, au sens pur, aéronaval certes, mais aéro, et bien évidemment le maintien dans le temps de capacités amphibies en déséquilibre, en asymétrie avec ce que fait Taïwan. Je passerai rapidement sur les sujets, je me suis amusé à reprendre des sujets il y a quelques années de capacités amphibies, sans pour autant vous faire un schéma, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir, des capacités, des potentialités d'opérations amphibies en direction de Taïwan. Il y a un certain nombre de plages qui sont plus ou moins propices, favorables à des opérations de débarquement, etc. Je ne rentre pas dans les détails, je pense que c'est pas tant l'intérêt de ce soir. Surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est cela. C'est à côté et j'en terminerai par là pour mon premier point, la montée en gamme militaire, c'est fondamentalement regarder la position de Taïwan sur l'image Google Earth prises dans des demi-cercles rouges et bleus, qui sont les fameuses bulles de déni d'accès, pour reprendre le jargon militaire, donc A2AD, qui est un acronyme en anglais, hein, vous l'avez, Anti-Access Aerial Denial, c'est-à-dire des bulles de déni d'accès, des bulles de guerre électronique, des bulles avec des capacités de défense et des capacités offensives, les deux, pour interdire l'approche d'un territoire, pour interdire à son ennemi, à son adversaire, l'approche et l'évolution dans un territoire donné. Et ça, ces capacités-là chinoises ont été parmi, comment dirais-je, les fers de lance des différents programmes de ces 20 ou 25 dernières années, à côté de ce que je vous ai évoqué, de la composante purement navale, purement aéro, purement spatiale. Rapidement sur le sujet, pour aller rapidement sur les questions de ce que j'appellerais le laboratoire. Alors, il est question beaucoup aujourd'hui de parler d'hybridité, c'est toujours bien dans les milieux intellectuels et autres stratégiques de parler d'hybridité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de mon point de vue, ça c'est moi seul qui parle, là, c'est pas au nom des différentes institutions, la question de l'hybridité, en fait, est consubstantielle de la culture stratégique chinoise. Et on parle souvent de oui, mais la Chine ne livrera pas la guerre à Taïwan parce que, regardez, la dernière fois, c'était face aux Vietnamiens en 79, c'est pas très heureux, etc., etc. Puis avant, en 1962, avec l'Inde, etc. Bon. Le sujet de la modernisation des forces armées va dans le même sens, ce que j'évoquais en introduction, de la mobilisation d'autres outils pour délivrer un combat. Ce combat n'a pas forcément la forme de ce que l'on attendrait, type guerre de haute intensité. Mais ce qui ne veut pas dire que la haute intensité est évacuée d'hypothèses, évacuée de potentiels ressorts. Alors rapidement, je déroule mon truc. Pardon, excusez-moi. Voilà. Plusieurs facteurs dans cette question d'hybridité, de mélanger les genres, de cette boîte à outils, toute la logique économique, toute la logique sur je vais jouer sur les volumes, volume démographique, volume commerce extérieur, volume sur les capacités diplomatiques, etc., etc., etc. Je vais jouer sur la sociologie de l'île, sociologie de Taïwan, sociologie de la République de Chine. Je vais jouer sur la sociologie du politique taïwanais. Cyber, spatial, etc., je l'ai déjà évoqué. Et donc, quand on observe, et notamment ces derniers mois, et je pense que la situation actuelle à Taïwan, qui n'est pas tout à fait la même qu'il y a un an, doit nous alerter en Europe occidentale, et notamment sur quel sujet? Le haut degré, et c'est tout ça est dans la presse publique relayée par la presse à Taïwan, mais aussi d'autres types de presse, etc. Le haut degré de pénétration par différents vecteurs depuis Pékin en direction de Taipei, que ce soit au niveau politique et dans l'ensemble des partis politiques, que ce soit au niveau diplomatique
et à peu près dans toutes les composantes diplomatiques, voire sécuritaires, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau organisation religieuse. Et la vie religieuse à Taïwan est particulièrement riche et intense. Courant bouddhiste, courant taoïste, etc., etc. La vie religieuse à Taïwan est particulièrement riche et intense. Que ce soit dans différentes organisations type ONG, etc., et différentes couches socio-culturelles, etc., taïwanaises, le sujet de la pénétration et de la déstabilisation est manifestement à ce stade, aujourd'hui en 2025, sans précédent sur les dernières années. Ça veut dire donc qu'il y a non pas tant demain matin une opération militaire amphibie d'envergure où Taïwan va être écrasé par les forces chinoises, mais il y a clairement la volonté d'exercer une pression continue et dans la durée en direction du DDP, du président taïwanais lui-même, de ses équipes, et donc de saper la crédibilité et la légitimité du parti politique au pouvoir actuellement sur à peu près tous les sujets pour non pas tant planifier dans la durée une opération militaire extrêmement complexe, c'est peut-être pour ça qu'elle n'aura jamais véritablement lieu telle que, mais désorganiser l'État taïwanais lui-même pour pouvoir progressivement installer, avec un changement de statut, dont les conditions restent à réfléchir, dans les prochaines années, la possibilité d'un rapprochement avec Pékin. On est fondamentalement, de mon point de vue, dans ce type d'action d'hybridité. Je repasse sur attacking, ça c'est pas très grave, ça je l'ai déjà passé. Ce qui nous amène si on revient au sujet purement militaire, j'ai mis ça, mais je le remettrai après, sur la question de l'Indo-Pacifique, en 4 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir un échange. Donc, Taïwan est dans la priorité de l'APL, dans la priorité du Parti communiste chinois. Euh, la question est quid de l'observation en parallèle de ce que je viens de dire sur la montée en puissance de l'hybridité des différentes formes et vecteurs de la pénétration directement sur le territoire taïwanais, dans la société, dans le politique, dans la société civile, etc., de l'observation et quelques points d'analyse sur les différentes opérations militaires qui sont récurrentes depuis maintenant quelques années. Vous avez ici un instantané que j'ai pris, tout ça est en source ouverte, hein, compilée par des relais américains ou autres, parfois japonais, parfois taïwanais. Comme le document est assez clair et pédagogique, je me suis permis de vous le présenter là ce soir. Ça facilite l'explication. Quelques commentaires sur ça. Vous avez en 2024 une première opération où il y avait une phase A, phase B, dont peu importe le nom, qui avait lieu à peu près au printemps 2024, la phase A. Et puis, s'il y a A, il y aura probablement B ou plus, qui a eu lieu la deuxième phase à l'automne 2024. Récemment, il y a une nouvelle opération. Vous avez ici le nom, oui, voilà, vous avez Joint Ford, donc 2024A ici. Et je vous ai mis ici la Joint Ford, non, mais 2024B. Et, et voici la 2025. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez en haut avec le bandeau des opérations. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'outil militaire mobilisant les différentes composantes évoquées en début d'intervention, notamment naval, et aéro, avec un relais cyber et un relais spatial et guerre électronique, vise à créer les conditions réelles d'un blocus tout autour de l'île, ou blocus ou d'arrêt des communications, de sabotage, etc., ou perturbation des communications. Le sujet est à voir, à mon avis, en deux points essentiels. Ce type d'opération est d'abord et avant tout un sujet pour entraîner les forces armées chinoises. D'abord et avant tout, entraîner les forces armées chinoises dans des conditions réelles, c'est-à-dire les conditions de leur objectif militaire, qui sera celui de délivrer une opération complexe dans un environnement géographique complexe, multimilieu, puisqu'il y a un bras de mer à traverser,
Il y a des conditions météo qui ne sont pas forcément toujours faciles, etc. Ce qui d'ailleurs est un avantage et un atout pour Taïwan, en plus de la géographie pure, et de connaître l'environnement géographique, du naval à quelque chose d'insulaire, de continental, de terrestre, etc., etc. Donc ça permet, si vous voulez, aujourd'hui, aux forces de l'APL, quand vous êtes dans une école navale, quand vous êtes dans une école de l'air de chinoise, eh bien, une succession de pilotes qui vont, eux, s'entraîner. Et c'est pour ça qu'il y a cette récurrence des pénétrations dans la l'ADIZ taïwanaise, l'aire de défense d'identification aérienne, y compris dans la composante navale. Ça vous permet de vous entraîner, d'entraîner vos pilotes, d'entraîner vos commandants de bateaux, d'entraîner vos équipages, etc. Et côté continent, côté communiste, d'entraîner l'arrière et le haut commandement pour voir les possibilités de déploiement de ces forces. Non. Donc, premier sujet, c'est l'entraînement dans des conditions réelles, sans ouvrir le feu. Sans ouvrir le feu, a priori à ce stade. L'autre sujet, bien évidemment, ce que j'ai évoqué, c'est de délivrer une pression considérable et quotidienne sur l'outil militaire et de défense taïwanais lui-même et sur la décision politique, bien évidemment. Donc on se situe à un niveau Paul Mille, un niveau politico-militaire. Comprenez bien l'ambiance, c'est-à-dire que quotidiennement, quand vous avez des dizaines de pénétrations dans votre espace qui est le vôtre, que ce soit votre aire d'identification aérienne ou navale, ça va naturellement influer sur ou induire un certain nombre de comportements si je voulais, dans le commandement, créer une pression, etc., etc. Donc je pense que c'est fondamentalement ces deux sujets. Et le premier sujet, j'insiste un peu dessus, parce que, si vous me le permettez, parce que il n'est pas encore, je crois, suffisamment mis en avant dans l'explication chez nous aux décideurs et de l'opinion, que oui, les forces armées chinoises s'entraînent au plus proche de conditions du réel, avec des objectifs parfois pas complètement clair, mais il s'exerce quotidiennement en interarmée, il s'exerce dans des conditions du réel, il perd parfois un avion de moins en moins, il s'entraîne de plus en plus dans des conditions sur lesquelles il y a 10 ans on ne les voyait pas trop, c'est-à-dire à l'aube, la nuit ils ont encore un peu de mal pour certains trucs, dans des conditions météo pas forcément bonnes, etc., etc., pour repousser toujours plus loin leurs limites et les limites juridiques admises concernant là ici notre sujet, à savoir Taïwan. Voilà, je vous ai mis ça. Regardez la récurrence, un trait rouge dans l'encadrement de Taïwan, un trait rouge, comment dirais-je, délimite, ou pas délimite, mais matérialise un vol, puisqu'ici on est sur les traits rouges, des trajectoires d'aéronefs. Bon, vous avez après, peu importe, le 530 aéronefs détectés, 230 navires détectés autour de l'île, etc. Bon, peu importe les volumes, vous avez bien compris qu'il y avait une question de très forte volumétrie, je l'ai rappelé. Pour conclure, parce que je vois qu'il est 19h40, il faudrait quand même qu'on ait Qu'est-ce que cela induit à Taïwan? Ben, je crois qu'il y a une forme d'agilité et de souplesse qui est assez remarquable côté taïwanais dans leur adaptation à la fois politique, à la fois militaire, sécuritaire, où les Taïwanais connaissent parfaitement leurs voisins d'en face, et réciproquement d'ailleurs, mais il y a fondamentalement euh, un sujet qui est celui de tenir dans la durée face à ce niveau de pression. Pression aussi bien interne qu'externe. Externe beaucoup avec le militaire, comme je l'ai décrit, et interne avec tous les différents vecteurs de déstabilisation ou d'intoxication, etc. Donc il y a une volonté côté chinois de fatiguer l'adversaire, et notamment de fatigue, d'usure du politique à Taipei. La question est donc de la durée, mais sur un temps relativement court. Autrement dit, euh, d'ici à 2030, et c'est désormais le cas, la Chine est en mesure, a les moyens, a le savoir-faire de créer les conditions d'un blocus, de créer les conditions d'une quarantaine. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, qui est important pour notre sujet ce soir, de quarantaine. Elle est d'ores et déjà capable d'organiser une quarantaine de l'île aujourd'hui. Et j'en terminerai par là. C'est probablement une question de tempo,
qui doit pour nous être prise en compte à une échelle européenne, bien évidemment, ça fait toujours bien de le dire, mais qui est fondamentalement un sujet parce que ce sera une action qui sera coordonnée nécessairement, et c'est mon dernier point, avec Moscou et d'autres actions au Proche-Moyen-Orient et en Asie du Nord-Est avec la Corée du Nord. Et pour conclure, si vous le voulez bien, enfin mon dernier point, euh, les déclarations et les différentes suggestions de la semaine dernière à l'occasion du Shangri-La Dialogue montrent bien qu'il y a une forme d'urgence du sujet, qui montre bien que notre sujet de ce soir, notre topo de ce soir a beaucoup de sens et qu'il y a une claire résonance dans les agendas de Pékin et de Moscou en démultipliant les fronts et les points de fixation pour la décision politico-militaire de nos pays. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions, Emmanuel Véron. C'était passionnant, riche, éclairant sur les enjeux du moment. Vous étiez en résonance avec ce que Jean-Sylvestre disait auparavant, mais aussi effectivement avec ce que nous avons pu voir dans les précédentes visio que nous avons faites. Alors, je sais qu'il est là ce soir, mais je ne sais pas s'il est disponible. Quand vous parliez d'hybridité et de l'ensemble en fait du spectre sur lequel la Chine agit vis-à-vis de Taïwan, Laurent Malvezin, dans sa note publiée il y a 2 mois sur Taïwan, rappelait par exemple que Pékin, vous parliez de sociologie, c'est ce mot-là qui m'a fait tilter. Laurent Malvezin rappelle, enfin, informe que les Chinois ont ouvert un bureau pour les couples du détroit, qui sont de part et d'autre du détroit pour faciliter la vie des familles qui sont de part et d'autre du détroit et pour fluidifier en fait les relations intrafamiliales entre les deux populations. Donc ce genre de choses, effectivement, c'est pas de la guerre, si je puis dire très bêtement, mais ça participe en fait d'un schéma très complet en fait d'action qui va dans le même sens. Absolument. Bien, bah écoutez, il nous reste 20 bonnes minutes. Je me tourne vers vous, chers amis. N'hésitez pas soit à lever le petit doigt, comme on le fait sur Zoom, soit à envoyer un mot dans le chat, soit à prendre la parole en vous signalant. Nous pourrons vous écouter. Ah, Charles Lambert, je vous vois lever le doigt. Bonsoir, cher Charles, je vous cède la parole. Oui, merci pour tout. Je ne sais pas si ma question est prioritaire, mais excusez-moi, je suis le premier à poser donc une question. En quoi, mais c'est une question brutale, mais en fait, en quoi ça nous concerne, nous, Français? Jean-Sylvestre, Jean- peut-être, ou Pardon? Jean-Sylvestre? Jean-Sylvestre, vous voulez répondre Oui, je pense qu'on Oui, doit pouvoir répondre tous les deux. oui, je compléterai, Euh, non, mais oui. Bon, d'abord, il faut rappeler pas que la Terre est une sphère, hein, le centre est partout, la périphérie nulle part. Hein, donc il faut sortir certainement d'une projection Mercator. Hein, et puis pas de penser que c'est un lointain théâtre Asie-Pacifique qui ne nous concerne pas véritablement. Hein. C'est quand même la mondialisation, c'est une réalité, pas depuis 5 siècles. Hein, c'est pas une décision politique qui permettrait d'inverser la chose. Hein, il y a un tissu d'interdépendance, d'interconnexion. Si la situation basculait dans le détroit de Taïwan, en Méditerranée asiatique. Hein, volontairement, je parle de Méditerranée plutôt que de mer de Chine du sud ou de l'est, hein, ça aurait des conséquences énormes sur tous les plans. Hein. Et il y a eu les routes, par exemple, hein, qui relient l'Asie à l'Europe hein, sur le plan commercial. Elles passent par le détroit de Taïwan. Taïwan là, est un chaînon central dans toute la région. Donc, ce n'est pas une question qui pourrait être purement régionalisée et puis on regarderait ça à de loin. Ça aurait des tas de conséquences, hein, une chaîne de causes et d'effets. Alors après, d'un point de vue français, il me semble que ça nous concerne encore plus, hein, bien plus hein, que d'autres pays européens, qui seraient inévitablement touchés par ce qui se passerait, hein, parce que la France est possessionnée, pas dans l'océan Indien, pas dans l'océan Pacifique. Hein, c'est un pays qui est présent sur place. Évidemment, la France est aussi une nation riveraine de l'Indo-Pacifique, à travers ses territoires, ses régions, ses
départements d'outre-mer, à travers à peu près 1,6 million habitants, je crois, pour ces différents territoires. L'essentiel là, de notre domaine maritime, qui est le deuxième au monde, hein, certains disent même que c'est le premier, à 80-90% de ce domaine maritime, c'est dans l'océan Indien, passé dans l'océan Pacifique. Et donc, hein, si la Chine s'appropriait cette Méditerranée asiatique, hein, puisque finalement, bah, ces revendications, bah, ça porte hein, sur à peu près 80-90% de cette surface maritime. C'est une menace hein, pour tout ce qui est liberté de navigation, c'est une menace hein, sur l'intégrité bah, des zones économiques exclusives françaises et autres. Hein. Donc, c'est quelque chose de multiforme. Et puis alors enfin, c'est vrai que je suis allé vite là-dessus, pas tout à l'heure, pour se convaincre hein, de l'interconnexion entre d'un côté la zone euro-atlantique hein, et d'une part et puis d'autre part l'Indo-Pacifique. Hein. On regarde hein, les choses hein, depuis le pôle Nord hein, et vous avez cet océan Arctique hein, dont on parle beaucoup avec Trump hein, et ses revendications hein, sur le Groenland notamment. Hein. Vous avez cette route maritime du Nord, ce qu'on appelait autrefois le passage du Nord-Est, hein, qui relie à ces deux théâtres. Parmi les différentes routes de la soie, il y a une route polaire de la soie, donc développée par les Chinois. Ben, là encore, hein, il y a des coopérations, des interconnexions très serrées entre la Russie et la Chine. La Chine investit ben, très fortement dans les différents gisements ben, énergétiques russes de la zone arctique et elle est appelée à être de plus en plus présente. Hein, et dans le cas d'un conflit, il faut imaginer des possibles transferts hein, d'unités navales d'une zone à une autre. Hein. Donc, bon, tout ceci, pour moi, ça montre comment dire, l'étroit tissu d'interdépendance hein, qui existe hein, entre l'Europe et toute cette région détroit de Taïwan, plus largement la Méditerranée asiatique, hein, et puis alors enfin bah, Asie-Pacifique, Indo-Pacifique. Hein, on ne peut pas s'en désintéresser. Ce n'est pas un lointain théâtre exotique. Ouais. Non, non, mais ouais, merci, Ansuat. Oui, en fait, en quoi ça nous concerne, mais le, si l'hypothèse très brièvement, hein, l'hypothèse de Taïwan, telle que Taïwan est, donc patrimoine industriel, etc., régime politique, euh, est conquis par le Parti communiste chinois, il est évident que ce que l'on observe aujourd'hui dans les gesticulations, pour certains plus que même en fait opérations militaires de l'APL partout, en direction des Philippines, du Vietnam, la Malaisie, de Taïwan, Corée du Sud, et tous les comportements hybrides sur mer, avec maintenant on commence à voir ça dans la presse, des grandes cages d'élevage de poissons qui sont dans les eaux ou à proximité des eaux sud-coréennes, puisque c'est la presse sud-coréenne qui se fait l'écho de ce sujet-là, etc. Ou les incursions dans les zadis japonaises, bon bref, toute l'activité qu'il y a dans ce pourtour chinois, eh bien, se situerait dans une auréole euh, avancée, donc dans la partie Pacifique, gagnant sur l'Asie du Sud-Est, etc. Premier sujet. Deux, ça donnerait une forme de liberté de manœuvre, pour parler rapidement, au Parti communiste chinois dans les relations internationales, de complètement faire péter tous les verrous d'une forme d'inhibition qu'ils d'ailleurs ont commencé à lever il y a une grosse dizaine, quinzaine d'années. Donc, quand on parle donc de verrou stratégique, ça veut bien dire ça, c'est qu'il y a, il y a- il y a- il y a le sujet de Taïwan, la liberté de Taïwan, le pays, et le sujet d'un point de vue très géopolitique de euh, laisser consentir à Pékin une liberté de manœuvre sans commune mesure avec ce que on a en matière géographique, spatiale aujourd'hui. Donc fondamentalement, ça serait un bouleversement profond dans les relations internationales et dans les affaires stratégiques. Profond, profond. Ça change la donne dans le rapport de force naval et maritime avec les Américains dans le Pacifique. Je vous passe sur le sujet du bouleversement des routes commerciales et maritimes de cet environnement régional d'Asie orientale, etc., etc. Ça serait un bouleversement géopolitique très très fort et dans lequel on n'y retrouverait pas nos petits. Voilà. Merci, messieurs. On peut peut-être aussi ajouter, là aussi, la question est pour vous deux, euh, que en fait, une puissance, enfin, la ligne Maginot, ça marche rarement pour une puissance. Si la France veut encore être une puissance, alors,
une puissance désormais moyenne, mais un acteur global qui pèse un peu, elle se doit de s'intéresser aux affaires du monde, au-delà même, si je puis dire, de ses intérêts, comme le rappelait Jean-Sylvestre, du fait de ses possessions dans le Pacifique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une terme de posture pour un pays comme la France, et on pourra parler après de l'Europe, qui est quand même à minima de ne pas se désintéresser du sort du monde, tout simplement. Oui, 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 Euh, absolument. Très brièvement, là aussi, c'est je prends l'exemple de la conférence du Shangri-La à Singapour la semaine dernière, les déclarations du président de la République qui a mentionné Taïwan et qui a fait l'écho que l'on fait ce soir avec le conflit en Ukraine et notamment du comportement sur mer et en direction de l'Asie du Nord-Est, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, de la Chine avec son voisinage, et notamment son voisinage avec lesquels il y a une frontière maritime. Donc, bien évidemment qu'il y a un sujet pour la France de politique étrangère, de rayonnement. Alors, on parle de troisième voie, etc., mais fondamentalement, la France, membre du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, a une emprise diplomatique assez significative. Certes, a beaucoup de difficultés dans ces territoires ultramarins, comme on dit aujourd'hui, ces outre-mer, mais a le souhait de peser modestement encore dans les affaires internationales. Donc le sujet est traité. Extrêmement sensible à un niveau politique, naturellement, et vous le savez tous ici, euh, puisque bien évidemment 1964 est une reconnaissance de la République populaire de Chine au détriment de la République de Chine. Donc c'est un sujet assez délicat, naturellement, mais la diplomatie parlementaire, et je salue nos amis parlementaires ce soir, ou anciennement parlementaires, est un sujet, la diplomatie de l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques, et comment on appelait ça à une époque, l'époque Mesmer, où c'était, aujourd'hui ça a un peu changé, mais l'époque du chancelier et puis le secrétaire perpétuel qui a un rôle dans cette forme de diplomatie, de lien particulier à entretenir avec Taïwan et la République de Chine, a toute sa place. Voilà. Bon, le monde a changé, mais la voix française, dans une certaine mesure, souhaite perdurer. Jean-Sylvestre, tu veux ajouter quelque chose? oui, c'est une question de posture. Bon, je dirais simplement que la posture exclut la posture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on conserve les moyens hein, de peser. Il faut qu'on ait une vision juste des choses. Alors, c'est vrai pas que le président français a parlé de troisième voie. Bon, ben, le discours de Phnom Penh, etc., ben, ça, pour moi, ça sonnait pas très bien, à mon sens. Hein. Mais ce qui est intéressant, ben, comme l'a rappelé Emmanuel, c'est qu'il a ben, de fait établi une connexion ben, entre ben, l'Ukraine et Taïwan, entre la sphère atlantique hein, et l'Indo-Pacifique, hein, en disant que ben, la Chine hein, ne pouvait pas reprocher à l'OTAN finalement et à ses pays membres hein, de s'intéresser à l'Asie, alors même que finalement elle ne fait pas pression hein, sur la Corée du Nord, elle apporte hein, un large soutien à la Russie ben, dans la guerre d'Ukraine. Bon, ben, ça c'est il est important ben, qu'on voit les choses ben, telles qu'elles sont. Ben. Mais oui, Si, Charles, si vous voulez rajouter quelque chose, mais on va aussi passer à l'autre sujet. Mais Charles, un mot rapide? oui, juste un mot. Dans vos réponses, et bien sûr, et vos exposés, singulièrement celui de M. Montgrenier, il y a deux présupposés. Il y a le présupposé, mais vous ne l'avez un peu expliqué, la Chine se renforcerait. Est-ce que ce renforcement est tellement significatif pour dire que les choses changeraient? Et la deuxième chose, on pense que Taïwan est un sujet américain. Est-ce que véritablement ils vont envoyer un GI là-bas après l'Indochine et tout ça? Je veux dire, on a vu récemment que tout ça n'est plus comme nous pensions. Est-ce qu'on croit toujours que c'est un sujet qui devient un sujet planétaire? Alors évidemment, pour les Philippines, c'est pas terrible. Pour le Japon, on peut espérer pour eux qu'ils se défendent. La Corée, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais bon, voilà, j'ai pourtant bien écouté. Je reste un peu, je reste un peu à penser qu'on se paye un peu de luxe
je parle en tant que nation, pas vous-même qui êtes des spécialistes et nous qui sommes heureux de vous écouter, mais à penser que ça nous concerne assez pour qu'on y attribue une importance qui serait au détriment d'autre chose, parce que parallèlement, on n'a pas du tout fait la preuve qu'en France, on est suivi par les Européens sur des sujets comme ça. Merci, merci Charles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, eh bien écoutez, alors tout le monde est plutôt sage et calme ce soir. Eh ben, il va me rester Ah si, je vois une question, une main se lève, je ne sais pas qui elle est. Non, non, je me trompe peut-être. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Non, bon, je me suis trompé. Si, j'ai pourtant bien l'impression, mais je sais pas, je vois pas. Bon, écoutez, un très grand merci à Emmanuel Véron et à Jean-Sylvestre Mongrenier pour ces deux exposés très complémentaires et très riches. Merci à vous, messieurs. Je redis enfin, je vous informe que vous pourrez voir et revoir ces échanges, encore une fois extrêmement substantiels, il me semble, en vidéo quand on les mettra en ligne sur notre site et sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous, alors, je ne sais pas encore exactement la date, mais début juillet quand même, pour une dernière visio géopolitique avant l'été, en préparation du sommet UE-Chine, puisqu'on l'a pas dit ce soir, mais il y a un sommet entre l'Union européenne et la Chine le 20 juillet prochain. Et donc nous échangeons sur ce sujet-là une quinzaine de jours avant. Vous recevrez très bientôt l'invitation. Emmanuel Véron, un très grand merci pour ces échanges, un très grand merci à Jean-Sylvestre et chers amis, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci.